calme, Sandy, c'est moi. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber et mes Ghostface sont... Nienko TV. Quel est votre film d'horreur préféré? Philippe Sedbon, les podcasts ne créent pas de psychopathes. Ils les rendent plus créatifs, c'est tout. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Scream 1996, réalisé par Wes Craven, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies. Philippe, le papa de Jason dans Vendredi 13. Et Nicolas, qu'on accueille avec grande joie pour la première fois et dont nous sommes très fans de lui et de sa chaîne sur YouTube, Nico TV. C'est pas simple de faire une vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Et qui, ça tombe bien pour un slasher, amène un peu de sang neuf dans l'émission aujourd'hui. Welcome, buddy. Merci de m'avoir invité. Mais avant toute chose, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de liker et de souscrire à notre chaîne, à nous, Abracadapod sur YouTube, avec toutes les semaines, une nouvelle fantastique vidéo du serial killer Roman Lennoff. Oh, attention, chérie, ça va couper. Et maintenant, sans plus tarder, celui que vous attendez tous, le Pitchman, qui nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. I'm the Pitch Face. Like scary movies. Tu aimes les films sur les gladiateurs? À Woodsboro, petite ville tranquille, un cancre masqué et cinéphile harcèle les lycéennes au téléphone Hello, Sydney. et décide ensuite de les débiter au couteau de boucher. La jolie Sydney est particulièrement visée, mais heureusement, Courtney Cox, entre deux saisons de Friends, vient remettre de l'ordre et recadrer le camp qui en fait est plusieurs. Le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Parfait, mon Pitchman, mon son of a pitch. Et maintenant, Nicolas sort son couteau de boucher à lui et nous ramène à la source écarlate du classique de l'horreur méta de Wes Craven, Hello, Sydney. Alors, c'est vrai que parler de Scream, paradoxalement, c'est parler beaucoup d'autres choses, parce que Scream avait eu le génie de parler des autres films d'horreur, et c'est ça qui l'avait rendu très unique et très nouveau, bien que ça parlait de très vieilles choses, réalisé par un vieux réalisateur en plus, mais ça paraissait très neuf. Et pour moi, les deux sagas, enfin, Scream est lié à Halloween, pour moi. Halloween, qui est pour moi la référence du slasher, avec le premier Carpenter, qui est pour moi éternel, le tout premier, bien sûr. Le premier a tellement donné le ton qu'il y a eu une avalanche de copier-coller avec du Vendredi 13, avec dans un autre style, Freddy, Les Griffes de la Nuit, mais il y a eu beaucoup de films d'horreur dans les années 80. C'était presque l'overdose, on en faisait tous les ans, même si le scénario n'était pas prêt, on le faisait, on tournait sans scénario, ça se ressentait de plus en plus. Et au début des années 90, chaque saga d'horreur est arrivée à son 6e, 7e épisode où ça devenait ridicule. On pensait le genre enterré jusqu'à ce qu'un scénariste, Kevin Williamson, sorte son scénario inspiré d'une histoire vraie et aussi de quelque chose qu'il a vécu, avec cette idée de quelqu'un qui vient t'attaquer chez toi pendant que tu es chez toi tranquille, et en plus en utilisant le téléphone. Donc c'était vraiment deux histoires qu'il a fusionnées. Ouais. Ça a donné Scream, qui a été réalisé par Wes Craven, mais il n'en voulait pas, parce qu'il ne voulait plus faire de films d'horreur à ce moment-là. Il a dit oui vraiment au bout d'un moment parce qu'il a trouvé que c'était peut-être différent de ce qu'il avait fait avant. Et du coup, ce qui est génial, c'est que Scream a fait revivre Halloween, qui est revenu pour sa 7e version dans une version plus proche de Scream. Donc ça a relancé les slashers, donc ça a quand même ce mérite-là. Et quand Scream s'est fatigué, c'est Halloween en 2018 qui a relancé Scream dans les 3 dernières versions. Donc ces deux sagas, pour moi, se rendent hommage mutuellement et se suivent. Mais voilà, on a tous adoré le film d'horreur qui parle des films d'horreur, Scream qui parle d'Halloween, qui parle de Jason, qui parle de Freddy. Pour nous, c'était un côté méta avant que le terme n'existe.
Absolument, tu as toutes ces références pop culture. Il me fait penser, ils ont fait un peu le travail avec l'horreur que Tarantino fait avec Pulp Fiction, avec le polar. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as ce recul. Et en fait, comme tu dis, il crée le premier slasher pyrandélien où il y a cette espèce de mise en abîme et les gens commencent à parler des films qu'ils ont vus et c'est très intéressant. Et ça revitalise, comme tu dis, le slasher, parce qu'on verrait plein de spin-off après. Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Le Souvenir l'été dernier. Légende, tous ces films qui sont des enfants de Scream et qui ont tout d'un coup cette espèce de ce recul humoristique qu'amène Kevin Williamson, qui, comme tu l'as dit, s'est inspiré de l'éventreur de Gainesville, un type qui a tué cinq étudiants en Californie, donc. Et bien sûr, ce téléphone qui devient une arme, qui m'a fait penser à un film qui s'appelait Terreur sur la ligne, tu sais, est-ce que les enfants sont toujours au premier? J'ai entendu parler de celui-là. Voilà, Chef-d'œuvre total. ouais, je crois que c'était Carol Kane, c'était terrifiant ce film, je me rappelle. Hello? Have you checked the children? Et l'arme Je me les était... note, ouais. à chaque fois que le téléphone sonnait, on faisait un bond en l'air, comme dans Scream également. They cornered students in the cafeteria and the library, where there was nowhere to run. Witnesses say they laughed as they fired their weapons, executing their classmates who begged for their lives. C'est 3 ans avant Columbine et tout d'un coup, ça annonce effectivement cette violence qui va déferler sur l'Amérique et le fait que est-ce que les films créent des serial killers ou pas, si tu veux. And there were the outfits, the dark coat and boots associated with Hollywood's more violent scenes. Donc ça, c'est un truc qu'ils adressent dans le film, avec en particulier le personnage joué par Skeet Ulrich, What's the matter, Sydney? You look like you've seen a ghost. Loomis. Billy Loomis. Donc Loomis, c'était dans Psychose et dans Halloween, je crois. Il y avait déjà 2 clins d'œil. Et je voudrais te demander, Nico, je sais qu'ils sont allés voir beaucoup de metteurs en scène avant Wes Craven, puisqu'on avait parlé de Danny Boyle, Sam Raimi, Romero, Singer, même Tarantino et Rodriguez, donc les suspects habituels, comme on dit. Mais ils sont pas allés voir Carpenter. C'est quand même, comme tu dis, très basé sur Halloween. C'est bizarre, ça. Carpenter, dans les années 90, moi j'avais déjà décroché personnellement. Il faisait, je crois qu'il y avait des films ce qui se passait sur Mars à un moment donné, ou des films de Les vampires. Fantômes de Mars avec Ice Cube, qui n'était pas son meilleur. Ouais. Voilà, mais oui, c'est vrai que j'ai pas vu son nom dans les approches. Et puis en même temps, je pense que tout le monde en avait marre des films d'horreur, vu qu'ils étaient devenus tellement mauvais que même ceux qui étaient référencés dans ça ne voulaient pas faire un slasher avec des gosses et un mec avec un simple couteau, parce que c'était plus aussi créatif qu'avant. Mais ils n'avaient peut-être pas dû bien lire le scénario, parce que s'ils avaient lu l'approche et le fait que le film parlait justement de la violence du cinéma et avait un côté vraiment très analytique et de notre société d'aujourd'hui, ils auraient peut-être tous dit oui finalement. Ouais, c'est vrai. Mais à travers cette série de 7 films que j'ai tous revus, donc pour l'émission, Philippe, tu as vu, on a une espèce de soap opéra gore qui se référence aussi bien de Michael Myers que de Scooby-Doo, parce qu'on est toujours à mi-chemin entre la comédie et l'horreur, et le mélange est plutôt bien fait. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à vendre d'ailleurs à la censure le fait que le film est extrêmement gore quand même, c'est qu'ils disent que c'est une satire et une comédie. Oui, puis il y a aussi une approche visuelle, si tu veux, dans le premier en tout cas, parce qu'après, ça c'est un peu subtil, ça est devenu plus subtil, mais dans le premier film, c'est très éclairé. C'est-à-dire que tu as très peu de scènes sombres la nuit, c'est très éclairé, les scènes de rue sont très claires, très lisibles, ce qui fait que ça ôte un peu de l'angoisse profonde, si tu veux, ça devient, par la lumière, on comprend que c'est pas sérieux. C'est vrai, c'est intéressant. Sauf la fin, sauf peut-être la fin dans la maison où là ils ont lâché les litres de sang et on se sent dans le film d'horreur qu'à la fin en fait dans la révélation finale. Sinon on peut avoir presque l'impression d'un scary movie un peu parodique. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs c'était le titre original Scary Movie, mais ils l'ont changé par la suite. Nico, tu trouves pas que c'est un petit peu prescient, prémonitoire de ce qu'on appellerait la Geek Nation et même les fans toxiques aussi qu'on verrait arriver plus tard? Tu sais que les gens qui envoyaient des menaces de mort pour avoir le Snyder Cut ou parce que Star Wars avait tout d'un coup une couleur plus woke, t'avais des exécutifs qui recevaient des menaces de mort et tout, donc ça annonce un peu ça, Scream, d'une certaine manière. Ça l'annonce, mais ça va surtout le traiter, parce que dans le 3e, c'est exactement ce qui va être fait. Alors, ils n'ont pas pu faire le scénario original parce qu'il y a eu les meurtres dans cette université où la réalité a rattrapé la fiction. On s'est dit, c'est peut-être les films qui rendent violents. Donc, ils ont donné un avis sur ce que Scream essayait de poser comme question. Et du coup, ils ont fait un 3e beaucoup plus léger. Alors, pas léger en termes de sang, léger en termes de meurtre,
mais avec quand même une satire très hollywoodienne sur comment réussir à Hollywood, souvent en couchant. Donc c'était encore une fois quand même malin d'avoir rebondi là-dessus, mais le 3, si pour moi il est différent, il n'est pas moins bon. C'est juste qu'il s'est adapté à un contexte qui était beaucoup trop lourd et je trouve qu'il l'a fait intelligemment. Il vieillit bien en fait, alors qu'à l'époque on l'avait un peu tous boudé parce qu'on pensait que c'était le dernier et qu'on voulait pas finir là-dessus. Mais maintenant qu'il y en a d'autres derrière, ça lui redonne du sens. Surtout en ayant vu le dernier hier, et qui est beaucoup moins bon pour toutes les raisons qu'on sait, effectivement. Là, tout d'un coup, même à la fin, quand Ghostface se démasque, je me suis dit, mais qui sont ces gens, tu sais, quand tu te dis... Oh là 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 là. Et puis leur excuse, là. Ah, moi, j'étais dans l'asile là-bas. Ah, bah, moi aussi, je les rencontre. Désolé pour les spoilers, mais ils sortent d'un asile de fous. Il n'y a même plus d'excuses. Ils sont... Enfin bon. Philippe, tu le verras peut-être un jour en streaming, ou en screaming d'ailleurs plutôt, et tu verras, tu vas t'en payer une bonne tranche. Oh là 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 là. Et c'est Kevin Williamson qui a réalisé le dernier, c'est quand même celui qui a écrit les deux premiers. Et je comprends pas comment. C'est-à-dire, Nico, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que le dernier n'a plus d'aspect méta. T'as vu, il parle très très peu de films d'horreur et ça devient ce slasher traditionnel et médiocre que tu dénonçais un peu plus tôt dans le show là. Et que Script dénonce. Voilà, exactement. Donc on passe dans une espèce de banalité des choses. Et comme on sait tous les problèmes qu'ils ont eu après le 6, à cause des tweets de l'actrice et qu'ils ont été obligés de virer. Ensuite, il y a des circonstances. a suivi, les metteurs en scène sont partis. Donc ils sont obligés, en catastrophe, de recréer un film avec Kevin Williamson et de rappeler Neve Campbell, qui cette fois-ci, ils sont prêts à payer, alors qu'ils ne voulaient pas la payer pour le 6. C'est pour ça qu'elle n'est pas revenue. Là, tout d'un coup, elle était en position de force. Donc son agent a dû demander un camion de la Brinks dans son jardin. Mais il part très bien. Hein. Et il cartonne le film. Donc j'ai peur qu'il y ait un 8e. Hein. Oui, mais en tous les cas, c'est le plus gros succès, le plus gros démarrage de la série. Le gros démarrage. Et j'espère que le bouche à oreille va le. Mais en général, j'avais toujours plus ou moins quelque chose, même dans ceux qui étaient un peu moins bons, comme le 2 qui a été tourné conjointement avec le premier, quasiment dans la foulée, tu vois. Mais il y a toujours quand même une scène d'intro exceptionnelle ou des scènes qui parsèment le film tout d'un coup où tu te dis, ah ouais, c'est quand même, c'est une franchise qui a de la gueule quand même, qui se tient. Même la scène d'intro du 7 est bien, hein, sans spoiler, pour ceux qui l'ont pas vu. Elle est très bien, la scène d'intro. Elle est juste pas reliée au reste du film. Ce qui est le scandale, c'est que. C'est ça. Quel rapport avec le fait qu'on brûle cette maison et ce qui va se passer après? Ah, rien. Philippe, comme je disais, toi, tu as vu un extrait du film sur YouTube. Tu peux nous en parler un peu? Tu as aimé? De quoi tu parles? Du 7? Non, Scream. T'en as vu 3 pour l'émission, c'est ça? Ouais, t'en as vu 3 en entier. Waouh. Lesquels? Tu as vu les 3 premiers ou tu les as fait dans le désordre? Non, 3 premiers. Ouais. Donc le 1 m'a plutôt encouragé. Je te dis, j'ai été surpris par le manque d'esthétique du film. Moi, je me rappelais un truc très stylisé. Et en fait, non. C'est très plat, c'est presque télé par moment. Donc j'ai enchaîné sur le 2 qui est beaucoup plus soigné visuellement et plus efficace par endroits. Les acteurs sont meilleurs, les méchants sont plus délirants et donc plus intéressants et plus rigolos surtout. Et puis le 3 que je viens de voir, là, il y a quelques heures, qui déraille un peu, je trouve, sur la fin, un peu trop. Mais qui est quand même pas mal. Enfin, je trouve que la trilogie se tient. Mais c'est vrai que dans le 3, par exemple, ce qui est étrange, tu vois, c'est quand tu as vu les deux autres, où c'était toujours parsemé de parodies et d'humour et de satire et de ce que tu veux. Le 3, à la fin, il dérape complètement dans le délire. C'est-à-dire quand tu vois Courtney Cox avec sa factotum qui l'imite. C'est génial, ça. Voilà, c'est étonnant, quoi. Parker Posey, je crois qu'elle s'appelle, c'est une formidable actrice. Parker Posey, c'est ça. Avec la scène et avec Carrie Fisher aussi, qui joue une double def à une Sozidel. Carrie Fisher, ouais. Il y a toujours plein de caméos amusants. Mais il y a un truc que tu dis qui est intéressant, c'est que on va parler très 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 brièvement du vrai monstre de la série Scream, qui n'est pas Ghostface, mais Harvey Weinstein, qui lui reçoit les rushs au départ de Wes Craven et il trouve ça effectivement très plat, très téléfilm, comme tu dis, Philippe. Et ils essaient de le virer, tu as vu, au départ, Nico? Ah non. Ouais. Non, c'est vrai. Ça fait longtemps que je m'étais pas remémoré ça, mais oui, oui, t'as raison. Grâce à son monteur, tu sais, Patrick Lussier, qui deviendra lui-même metteur en scène par la suite avec Dracula 2000, qui est un très très grand monteur, il monte simplement la séquence du début avec Drew Barrymore, en mettant de la musique, tu vois, et il montre ça à Weinstein, qui doutait également du masque de Ghostface, qui trouvait ridicule, ce mélange du cri de Munch et de Casper le fantôme. Il trouve ça ridicule et il dit, vous allez refaire la scène du début avec 7 masques différents, et après je choisirai le masque moi-même. Et tu as l'extraordinaire Howard Berger de KNB, tu sais, Kurtzman Nicotero Berger qui crée les masques. Mais celui-là, il le trouve dans un magasin de farce et attrape, ce masque extraordinaire de Ghostface.
Mais tous les masques ont une histoire bizarre parce que celui d'Halloween, c'est juste un visage d'acteur peint en blanc, quoi. Shatner, William Oui, Shatner. William, c'est ça. Et pourtant, ça fait flipper. Ils ont refait un peu certains traits, etc. Mais c'est fait à l'arrache. Et Ouais, ça plus marche. c'est simple, plus c'est fort, parce qu'ils ont essayé des masques de gargouille avec des dents partout pour Ghostface et ça marchait pas, si tu veux. Alors que là, il y a un test de rochage qui se fait. Tu peux poser des émotions sur ce visage. Tu peux le voir comme un fantôme qui a peur, comme un fantôme qui est terrifiant. Donc c'est un superbe masque. Et en fait, après que Weinstein voit ce montage de début avec cette extraordinaire scène de Drew Barrymore, eh ben, il dit, bon, c'est parti. Il fait plus chier Wes Craven ensuite. Et ce qui nous amène d'ailleurs au casting avec Philippe. Au casting qui est à la fois intéressant, à la fois décevant par moments, parce que le premier, par exemple, je trouve que c'est très inégal au niveau comédien, tu vois. Autant ça démarre très fort avec la petite Drew Barrymore, qui restera pour toujours la petite fille de E.T. Phone. Phone. You want to call somebody? Donc on a une affection à la base pour elle, tu vois. Et là, quand on la voit jeune fille, seule face au démon qui la harcèle et qui va finir par la découper en morceaux, ça démarre très très fort. Et on se dit qu'il y a un espèce de niveau de comédie, de mise en scène, de péripéties qui est très haut. Donc le film automatiquement retombe un tout petit peu après derrière, et les acteurs semblent moins au top que l'a été Drew Barrymore. Alors moi j'aime beaucoup Courtney Cox qui était... Attends, restons un tout petit peu, pardon, on va rester un tout petit peu sur Drew Barrymore avant que tu enchaînes comme on fait d'habitude, tu sais. C'est qu'en fait, Drew Barrymore, on lui propose Sydney au départ, vous avez vu, et elle lit le script et elle veut pas, je crois, faire un film d'horreur, et elle dit, je veux bien faire ce personnage de début, tu vois. Alors ils sont un peu embêtés, puis ensuite ils pensent à Psychose et à Janet Leigh dans la douche, spoiler alert pour un film qui a 70 ans. Qui meurt donc au bout de 25 minutes de film. Donc ça pose tout d'un coup. Ils font ça aussi avec Steven Seagal dans Executive Decision. Vous vous rappelez, il le tue très très vite au début. Et ça, c'est toujours très payant. Et cette première séquence est extraordinaire, en fait. Et en fait, ils se rendent compte que, comme tu dis, Philippe, ça retombe après. Et c'est pour ça qu'ils rajoutent le meurtre de Fonzie, de Henry Winkler. Très très vite aussi, parce qu'il y avait tout un passage où il se passait rien après ce début, qui est aussi exceptionnel. C'est pas qu'il se passe vraiment rien, si tu veux, c'est que la scène de la petite Drew Barrymore et elle-même sont tellement bons qu'on espère que ça va continuer sur cette tonalité-là avec des personnages aussi forts, aussi attachants et tout. Ce qui n'est pas tout à fait vrai quand même, parce que Neve Campbell, par exemple, qui est une actrice canadienne que je connaissais pas du tout moi avant, elle en a tourné 6 quand même, des Scream. Et elle est très bien, mais elle joue très sérieux, extrêmement premier degré tout le temps. Sur les 6 films que j'ai vus, elle est très bien. Elle est le soutien du film, mais on n'a pas le bonheur et le plaisir qu'on a avec Drew Barrymore dans la première scène, tu vois. Donc ça retombe un petit peu quand même. And action. Ring. Ring. Practice ran late. I'm on my way. It's past 7. Courtney Cox, donc je parlais tout à l'heure. Fuck is it? Right here, asshole. Elle venait de faire 2 saisons de Friends. Donc c'était la star du moment. Elle est très bien. Elle joue une salope arriviste, méchante comme une teigne, ambitieuse et tout. Elle est vraiment parfaite pour le rôle. Très, très marrante. Et en plus, elle assume. C'est ça que je veux dire. Et c'est pas de la rendre sympathique une demi-seconde. Donc ça, c'est vachement sympa. Il y a qu'est-ce qu'il y a dans le casting? Il y a Au début, tu as vu Nico, au début, je crois que c'est les producteurs qui lui disent, mais est-ce que vous allez pouvoir jouer un personnage aussi inégal, une bitch, tu vois, une salope. Et elle dit, ça c'est un truc que je fais très très bien dans la vie. Elle leur dit en gros, si tu veux. Et elle a réussi à les convaincre. C'est vrai que c'était aux antipodes du personnage qu'elle incarnait dans Friends, en fait. C'est vrai qu'en plus, c'était la seule connue avec Drew Barrymore, et tous les autres, c'est sûrement ce que tu vas dire, Philippe, tous les autres étaient des inconnus au bataillon à ce moment-là. Et c'est vrai qu'ils ont tous eu une belle médiatisation derrière, mais ils n'ont pas tous vraiment fait la carrière. Enfin, derrière, ils n'ont pas tous enchaîné. Même Neve Campbell. Si Neve Campbell est revenue à Scream, alors qu'elle avait dit après le 3e, plus jamais, je veux pas qu'on me catalogue là-dedans. Et quand il revient en général, parce que tu te rends compte que tu prends de l'âge et que tu tournes plus grand-chose, bizarrement, ça dérange plus, tu vois. Donc c'est vrai que la meilleure actrice du premier, c'est peut-être Drew Barrymore.
Je suis bien d'accord avec toi, mais en général, les premières scènes de tous les films de Scream sont toutes quasiment bonnes, parce que la deuxième dans le cinéma, Le tu 2, sais, avec Jada Pinkett Smith, extraordinaire. Ouais. Avec Je l'avais le vu au côté cinéma. méta de l'écran, ouais, c'est génial. Au cinéma, tu vois vraiment les gens devant toi et t'as vraiment. C'est presque comme si tu étais en réalité virtuelle et tu regardes vraiment autour de toi qui c'est qui. Heureusement, on n'était pas déguisés comme dans le film, c'était une salle normale. On va parler dans quelques instants de Stab, bien sûr, du film dans le film, qui est une très grande idée. Mais moi, j'aime bien la séquence d'intro de celui à New York, parce que tout d'un coup, on est dans un bar huppé à New York. C'est plus du tout un appartement vide avec une blonde, tu vois. Et je trouve dans la rue. Foutu. Ouais, ce fan toxique qui est un type qui s'appelle Revolori, qui est l'acteur qui joue dans Grand Budapest Hotel 0. Je l'ai reconnu. Je le connais, j'avais pas remarqué. Ouais, avec ce fan qu'on démasque au début. Alors ça, c'était une bonne idée du 6 aussi, hein, c'était de dire, regardez, on va voir le tueur d'entrée sans le masque. Ouais, ça dure pas longtemps. En fait, le fait que ce qui lui arrive derrière, ça gâche presque tout, parce que tu te dis, ok, c'était un pétard mouillé, ils vont pas assumer qu'on connaisse un tueur d'entrée et qu'on va le voir se mélanger aux autres sans qu'on puisse leur dire, c'est lui. Ça aurait été une super idée d'aller au bout. Philippe, avant que tu ne poursuives le casting, j'ai préparé pour vous deux une série de petits quiz à la manière de Ghostface. Donc la première question, c'est que donc effectivement Wes Craven veut revitaliser sa carrière parce qu'il sort d'un vampire à Brooklyn avec Eddie Murphy qui a été un énorme bide. Il veut plus faire de films d'horreur et justement à ce propos, quel est le titre du seul film non d'horreur de Wes Craven? Et si vous répondez pas à la question, You Die, Booka. Un film non d'horreur? Ouais, il en a fait un et c'est un petit peu grâce à Scream qu'il a pu faire ce film. Je vous donne un indice avec Meryl Streep. Donc c'est après. Voilà, non. T'es en train de regarder sur ton ordinateur, la triche pas. Non, je sais pas. Je connais pas la filmographie de Wes Craven assez pour répondre. Je l'ai vu, c'est un film sentimental qui se passe dans le milieu de l'éducation et c'est avec Meryl Streep, effectivement, mais je me souviens plus du titre. You Die. Alors c'est Music of the Heart, 1999. Exactement. Je crois qu'elle joue une professeure de violon et on est à des années-lumière de Freddy Krueger et ses amis. À propos, je l'ai rencontré, Wes Craven, quand je travaillais à Studio Magazine. Je l'avais interviewé pour Le Serpent et le Rainbow et l'Arc-en-Ciel, son film sur le vaudou. Et c'était un monsieur très sympathique, très élégant, une espèce de gentleman américain. Et j'en ai un très bon souvenir. Et est-ce qu'il a marché son film du coup du fait que c'était pas son genre habituel? Non, il a pas eu de mauvaise critique bizarrement, mais personne n'est allé le voir et vous n'êtes pas capable de dire le titre aujourd'hui, à juste titre justement. Ouais, donc titre. Alors, on continue sur le casting? Absolument. Alors, moi j'avoue que j'ai pas été super convaincu par Skeet Ulrich et Matthew Lillard. It's a fun game, Sydney. See, we ask you a question and if you get it wrong, booka! Je les ai trouvés mais insupportables. Alors c'est peut-être le rôle qui veut ça, les rôles qui veulent ça, mais j'ai beaucoup de mal dès qu'ils apparaissent à l'image. Ils sont grimaciers, ils en font des kilos, etc. Donc ça marche. Alors par contre, ils ont, je trouve, même si je les ai pas du tout aimés dans le film, ils ont la meilleure scène du film pour moi, à part l'ouverture, c'est quand ils se poignardent tous les deux pour faire croire qu'ils se blessent, alors qu'ils se tuent réellement. C'est-à-dire qu'ils se poignardent tellement qu'ils finissent par se faire beaucoup de mal. J'ai trouvé cette scène hallucinante, c'est-à-dire jusqu'au boutiste. On va y revenir un peu plus tard dans l'émission parce que c'est la fin du film. Mais effectivement, alors Skeet Ulrich, il n'a pas fait de carrière. On a dit à l'époque qu'il avait volé l'ADN de Johnny Depp parce qu'il lui ressemble énormément. Et moi, tu as un point commun avec Tarantino, Philippe. Tu n'aimes pas Matthew Lillard. Ah oui, il n'aime pas? Ah non, en tweet, vous avez vu, il a cassé Dano, Lillard et Owen Wilson. De façon extrêmement violente. Et, je suis presque d'accord avec lui. Moi, j'aime bien Lillard. Je trouve qu'il a fait un très bon Shaggy dans Scooby-Doo, justement. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Totalement caché votre enthousiasme. Please tell me what's going on. Dave, could I speak to Phyllis? Could you let me do that? Il est totalement en impro souvent dans le film et je trouve qu'il amène quand même une folie, un côté... on comprend qu'il soit le suiveur de ce petit bonhomme qu'est Skeet Ulrich. Quand tu regardes le 3, tu sais qu'il y avait une troisième personne dans le 1 et ça donne un peu plus de puissance au 1 parce qu'ils ne sont pas, même si ça n'était pas écrit à l'époque, c'est rajouté. Mais je me rappelle quand j'ai vu le 1, il y a un ami qui me l'a montré le 1 parce que je ne l'avais pas vu. Et il m'a dit, tu vas voir, c'est génial, il faut deviner qui sont les tueurs, parce qu'il y a le côté enquête dont on n'a pas parlé, qui est génial, c'est que enquête avec eux. Ouais. Et moi, j'ai dit, bon, bah, pour moi, ils sont deux, et c'est lui et lui. Il fait, comment tu sais? Ils sont fous, regarde-les, t'as pas besoin de voir la fin. Tu l'as senti, parce qu'ils font des grimaces tout le temps.
Billy Loomis, il fait peur exprès. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas cohérent. C'est que pourquoi est-ce que l'un fait semblant de tuer l'autre si c'est pour se révéler derrière? C'est pour la caméra, c'est pas pour les personnages. Ils sont tous censés mourir, il n'y a pas de témoin. Donc pourquoi tu fais semblant de tuer ton ami dans la chambre du haut pour juste te faire croire que t'as survécu et non. Non, bah, là, c'est là où la partie du 1 va trop loin. Alors que t'as pas ça dans les autres. Non, c'est vrai. Puis il y a une tradition dans ces films où c'est tous des très vieux adolescents. Tu as vu, ils sont comme dans Grise. C'est ça, j'aime bien ça parce qu'ils sont beaucoup. Ils sont déjà 25 ans bien tassés déjà. Hein. C'est vrai. Alors il y a le petit Arquette, David Arquette, qui est très très sympa dans le rôle du shérif adjoint, un peu concon, un peu lent et un peu amoureux d'une femme trop belle pour lui. Il est formidable, je trouve, il est très sympa, et il est sympa jusqu'au film où il meurt. Je sais plus lequel, c'est le 4 ou le 5. C'est le 5. Scène ridicule. Alors moi, là, c'est pour une fois, je suis pas d'accord avec toi, Nico, c'est que j'adore la réplique « It's an honor », c'est un honneur. Oui, mais jamais il doit retourner là-bas dans un second temps, jamais il doit y aller tout seul, jamais il doit pas tirer après avoir lu son portable. La scène est con en elle-même. Je suis d'accord. Jamais il doit mourir. Surtout que les Ghostface, c'est comme les zombies. Si tu ne tires pas dans la tête, ils meurent pas. Tu peux leur tirer 35 balles dans le corps, t'as vu? En plus, c'est une tradition dans ces films. Des gens reçoivent 27 coups de couteau dans le ventre et reviennent dans la scène suivante. Oui. C'est quand même étonnant, ça aussi. Ouais. Non, une fois que tu sais que tu vois qu'il a été con et distrait, la mort en elle-même, elle est bien. Mais jamais tu dois dire, laissons-le, on prend l'ascenseur. Oh, j'ai oublié, on peut savoir qui c'est. C'est bon, c'est le 5e film. Tu as raison, c'est des grosses volontés d'auteur, mais il y a un truc que j'aime bien, c'est le côté méta du fait qu'il était divorcé de Courtney Cox dans la vie et dans le film. Et je trouve qu'il fait très bien la déchéance quand on le voit au début dans son espèce de trailer. Sa caravane. Il a tout d'un coup autre chose à jouer que le petit shérif de province un peu loufoque, tu vois. Après, il faut toujours en tuer un personnage. Dans les films d'horreur, c'est une tradition. Il faut toujours que dans un épisode suivant, l'un des rôles qu'on croyait principaux disparaisse. Dès le 3, on voit ça avec le personnage de Cotton qui meurt en intro. Et donc, c'est vrai que Scream fait la même chose, c'est logique. Ouais, c'est bien d'ailleurs que tu énonces les règles du film d'horreur parce que c'est bien dans l'esprit de notre show aujourd'hui. Mais je trouve que c'est les legacy, les sequels legacy comme ils disent maintenant. C'est là où effectivement tu tues les personnages du passé essentiellement. Il a massacré Jim. Suzanne. Ludovic. Et Tonton aussi. Tu as vu dans le 7, ils ont fait revenir avec le deepfake, ils ont fait revenir Dewey, justement, brièvement. Ah oui. Non, mais ça aussi. Autant faire revenir Stu, parce qu'il y a un côté méta où tout le public se demande s'il n'est pas vraiment. S'il n'est pas mort et s'il est toujours là. Mais pourquoi faire revenir les autres juste pour le caméo. Pourquoi tu fais revenir Dewey alors qu'il n'est pas un tueur? Donc pourquoi tu lui mets un deepfake si ce n'est juste pour dire allez, bien joué dans le dernier, on fait un petit best-of. Ça m'a sorti du film. Il fallait juste mettre Stu en deepfake. Et là, tu as le doute. Non, je suis d'accord avec toi. Là, c'était presque juste, effectivement, un truc nostalgie où on fait venir les gens comme ça pour du fan-service, comme on dit. En parlant de caméos, n'oublions pas de citer 2 caméos sympathiques. Linda Blair, l'exorciste, qui apparaît 3 secondes exactement en journaliste. Où ça? Je savais pas. C'est au début. Tu sais, on la voit passer avec un micro à la main. Et, c'est vers le début. Elle va sur les lieux du premier meurtre. Ils peuvent pas lui donner plus que ça, sérieux. Je la connais, je le connais son visage, je l'ai jamais remarqué. Elle doit être de profil, dans arrière-plan. On la voit à peine, mais comme elle est assez proche de la caméra, bon, tu peux l'identifier. Et il y a Wes Craven. Oui, en Freddy d'ailleurs. Krueger. Fred le concierge. Ouais. Mais d'ailleurs, la Drew Barrymore dit dans la scène d'intro. Les Griffes de la Nuit, le premier était bien, les autres étaient craignos. Ça, c'est signé Wes Craven. C'est un peu vengé parce que. Non, c'est drôle parce que c'est Kevin Williamson qui a écrit cette réplique et Wes Craven voulait pas qu'elle soit dans le film. J'ai lu. Ah, c'est vrai, t'as raison. Il pensait que les gens allaient dire je me prends pour le meilleur, etc. Et en fait, il a compris que c'était drôle et que c'était ce côté c'est drôle. Ouais, comme quand Rose McGowan, dont tu vas parler dans une seconde, l'appelle Wes Carpenter. Elle mélange Wes Craven et John Carpenter, tu sais. Non, j'allais pas te parler de Rose McGowan, parce que je pardon. Mais c'est pas grave. Elle a un très 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 beau rôle puisqu'elle finit la tête écrasée par une porte de garage, et ça, elle le fait très très bien. Mais c'est une des morts les plus emblématiques, celle-là.
Ah ouais, bien sûr. D'ailleurs, Sidney appelle sa fille Tatum en hommage au personnage de Rose McGowan, donc dans le 7e. Oh, you wanna play psycho killer? Can I be the helpless victim? Mais elle est bien, Rose McGowan. Elle achète ses vêtements elle-même pour le film parce qu'il lui donne des vêtements pas possibles où elle a l'air comme Vera Miles dans Psychose, tu sais, où Hitchcock l'habille exprès mal parce qu'il l'aimait pas. Ben là, ils ont fait la même chose avec Rose McGowan, mais en tous les cas, je trouve qu'elle est formidable dans le film. Et on peut parler aussi de Jamie Kennedy, qui quand même est lui le côté méta, le geek, avant l'heure. Only virgins can do that. Don't you know the rules? What rules? You don't. Et qui a un côté tireur de ficelle qu'il tient jusqu'au 3, puisqu'il apparaît dans une cassette enregistrée. Très bien cette scène. Voilà, oui, et c'est très bien parce qu'il est mort dans le 2 et il réapparaît dans le 3 en film en disant « Si vous voyez cette cassette, c'est que je suis mort ». Et il commence à leur donner des règles pour les trilogies, etc. Et ça, c'est très sympa. Ça, c'est bien vu. Ouais, c'est sympa, j'ai bien aimé. Aussi, au cinéma, on a tous applaudi, parce que je les ai tous vus au cinéma à part le 1. Et c'est vrai qu'on a tous applaudi quand on l'a vu. Salut tout le monde! Et on était fous. Parce que ça fait partie de la tradition de faire mourir un personnage dans le film d'après. C'est lui qui a souffert de ça dans le 2. Et on ne voulait pas, parce qu'il avait un potentiel bien pour être là plus longtemps, quoi. Ouais, et lui aussi est beaucoup en impro dans le film. Ils font rire Wes Craven aux auditions, Lillard et lui, et c'est comme ça qu'ils obtiennent le rôle, parce que c'est des rôles, peut-être sur le papier, il y en a moins, mais c'est des comiques et ils savent comment nourrir le truc en impro, quoi. Et puis, on n'a pas parlé de Liev Schreiber qui joue Cotton Weary, qui est un très bon acteur, qui était génial dans la série Ray Donovan, et qui apparaît quelques secondes dans le numéro 1. Il est qu'à la télé quand on voit le reportage, mais on ne le voit pas en live. C'est un passage. C'est un passage. Dans le 2, il a un bon second rôle, où il se rattrape un peu et où il a un rôle un peu plus riche, disons. Et dans le 3, ce qui est marrant, c'est qu'il revient au passage. C'est-à-dire qu'il revient d'où il est parti, c'est-à-dire il se fait dégommer tout de suite. En plus, c'était l'époque avant Donovan où dès qu'on voyait Liev Schreiber à l'écran, tu savais que c'était lui le méchant, tu sais, dans tous les films. C'est comme Danny Houston maintenant aussi, tu vois, c'est des mecs, tu les vois et tu dis « Ah, c'est lui !» Bah oui, il joue parfaitement l'ambiguïté dans le 2. Il est une cible facile pour qu'on le fasse passer pour le tueur, quoi. Et d'ailleurs, la mise en scène nous oriente vers ça, même si c'est trop gros. Absolument, mais ils ont toujours toutes sortes de fausses pistes à la Agatha Christie qui balancent dans tous les sens. Mais moi, je voulais parler quand même d'un player très important du film dont tu n'as pas parlé, Philippe, qui est Roger L. Jackson. Alors, qui c'est celui-là ? La voix, exactement. La voix, ouais. C'est pas lui au début qui devait faire la voix, mais il l'a fait sur le plateau, je crois. Ils sont tellement bluffés parce qu'il amène un peu de séduction. Tu as vu, par moments, il est plus sympathique, il est plus doux, il est plus humoristique, et puis après, il part dans la violence. Même violent, il y a une espèce de gourmandise dans sa voix, tu sais. Oui, c'est ça. Sydney. Exactement. Mais il est sur le plateau, il fait la voix sur le plateau, un peu comme c'était Fleischer qui faisait ça pour Roger Rabbit. Il était même habillé en lapin sur Roger Rabbit. Mais là, Wes Craven ne veut pas que les acteurs rencontrent Roger L. Jackson pour garder justement la mystique de Ghostface, qui est incarné par plusieurs personnes, Ghostface, une fois qu'il est dans le costume. Oui. Parce qu'effectivement, Wes Craven disait, un petit peu comme Mother, mère dans Psychose, on reconnaît les gens, tu vois ce que je veux dire Donc là, il y a même Wes Craven c'est lui, Wes Craven, qui le joue au début, je crois. Oui, tout le monde y passe à un moment donné. Même Michael Myers, dans le 1, il y en a plusieurs qui se sont déguisés à un moment donné pour dire allez, qui c'est qui va le faire sur cette scène-là, parce qu'ils déjà ils l'ont fait avec un film à petit budget, ça coûtait même pas $300 000 le premier Halloween, donc ils avaient tous leurs fringues, il y avait aucun budget, ils ont dit bon vas-y fais-le, et ça a très bien, on le voit même pas, ça a très bien marché. En plus, tu as vu, Philippe, Ghostface est incroyablement maladroit, il arrête pas de se péter la gueule, de se faire et ça c'est un côté cartoon un peu, t'as vu, et il est sur le fil du rasoir, parce que ça aurait pu être ridicule, mais c'est simplement Sur les 3 films, que j'ai vu presque d'affilée et que donc je peux avoir un regard général, si tu veux, ce qui est marrant, c'est quand il attaque, c'est toujours lui qui prend le premier coup. Il se prend un grand coup de tatane dans la gueule, il tombe, la fille continue de courir, et à ce moment-là, il se relève et il lui court derrière. Je suis à moitié d'accord. Ça, c'est dans les 2 premiers où à chaque fois, en même temps, j'ai ce masque, on ne voit rien. C'est vrai que quand tu te mets à sa place, on voit rien autour. Mais c'est dans les 2 premiers où il se prend une table et à chaque fois il tombe, mais à partir du 3, et plus ça avance, plus ils sont efficaces. Et limite, ça devient moins drôle, parce que du coup, le tueur est là, tchac, 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 c'est fini. Il y a même plus de poursuite avec le couteau. Le tueur sort d'un coin, pas le temps de bouger, et en fait, donc du coup, c'est moins ridicule, mais c'est moins emblématique aussi. Je suis d'accord, en particulier dans le dernier où carrément il se pète plus du tout la gueule. Il n'y a plus le côté méta et il se pète plus la gueule. Donc on est dans un slasher traditionnel.
Ouais, donc ça n'a plus grand intérêt. Alors, Philippe, tu as vu, le film est tourné en décor naturel, ce qui renforce aussi ces maisons, tu vois. Et cette école, au départ, ils tournent dans une école à Santa Rosa et qui finissent par leur refuser l'accès parce que quand même, on finit par éviscérer le proviseur. Mais ils mettent à la fin, il y a un petit carton à la fin du film que je vais vous dire en anglais d'abord. Ils disent "No thanks whatsoever to the Santa Rosa City School". C'est-à-dire aucun remerciement à Santa Rosa. Ils le précisent parce qu'ils ont tourné, je crois, 2 semaines et ils ont dû perdre peut-être un gros paquet de dollars avec ça. En même temps, bonjour l'image derrière, quoi, parce que c'est pas rien. Déjà, quand on sait que le film il fonctionne, on peut être honoré de ça, mais on n'en a déjà aucune certitude, donc ça peut apporter plus de mauvaises choses qu'autre chose de tourner dans un lieu réel. Absolument, ouais. Non, c'est vrai. Sans compter les fans qui sont là tout le temps parce qu'ils veulent pusher. Oh, c'est là que ça s'est passé. Enfin, ça peut mal tourner ce genre d'endroit quand ils existent toujours dans la vie après, quoi. Absolument, et quitte à avoir même des copycat murder, parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui se sont habillés en Ghostface et qui, comme à l'époque d'Orange Mécanique, quand les gens avaient mis des chapeaux melons et étaient partis faire des conneries, eh ben ça a donné des imitateurs. Donc c'est vrai, c'est dangereux, c'est aussi, quoi. C'est pas ce qui se passe dans la tête des gens. Hein. Ouais, absolument. Ce qui est drôle, c'est que Skeet Ulrich, donc on propose à Joaquin Phoenix, on propose à DiCaprio, les deux refusent. Skeet Ulrich arrive et il n'a pas compris qu'il était dans une comédie. Et il se pensait qu'à chaque fois que Jamie Kennedy et Matthew Lillard étaient complètement over the top, ils allaient ruiner le film. Lui, il pensait qu'il était dans un autre film sérieux. C'est drôle quand même. Bah, c'est vrai que quand tu le vois, il est à contre-courant de tout le monde, hein, mais en même temps, c'est son personnage. Lui, il est toujours en train de baisser les yeux, de dire hey, arrêtez de rigoler, hey, il y a des oreilles sensibles. Et en fait, c'est un peu le rabat-joie, alors que tu as les deux clowns qui eux, se stimulent l'un l'autre alors que leurs copains sont morts la veille. Hein. Je dis, limite, ça, c'est. En fait, je pense que le 1, c'est même pas mon préféré à cause de ça. C'est vrai que quand tu les vois débriefer sur la fontaine au début du film, après le meurtre, et qui sont en train de dire on va retrouver son estomac dans la boîte aux lettres et qu'il y en a 2 sur les 4 qui rigolent. Ouais. Je dis, hey, vous n'êtes pas choqué de ce qui s'est passé? Et c'est vrai que quand on avance, les personnages deviennent plus matures, sûrement par rapport à ce qu'ils ont vécu. C'est vrai. Mais quand on revoit le premier, effectivement, tous ces signes sont évidents. Ils sont toujours un petit peu inquiétants en fin de scène et tout, etc. Et donc, on sait que c'est les meurtriers. Mais ça nous amène à Stab, le film dans le film, et ça nous amène aussi à ma deuxième question de quiz. Vous êtes prêts, les amis? Or you die. Alors, qui joue le rôle, justement, de Billy Loomis dans le film Stab? Oh, mais il ressemble à rien dans la vidéo du 2 quand on le voit. Je sais qu'il y a... C'est un acteur connu qui appartient à une dynastie d'acteurs des frères. Dernier indice. C'est Luke Wilson, le frère d'Owen Wilson, qui est un très bon acteur. Ouais. Et il s'est fait la coiffure de Skeet Ulrich avec les cheveux comme ça devant. Tu sais. Et ça, c'est très drôle. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit que cette scène-là de Stab et l'intro, mais quand tu vois en fait dans les autres qui est dans le générique, dans le 5e notamment, tu vois qu'il y a plein d'acteurs qui ont joué dedans qu'on n'a pas vu du coup, mais ils sont amusés à mettre des acteurs connus, genre celui de Friends qui joue Ross. Il joue un rôle dans le film, sûrement sûrement Dewey. Mais ça, tu le vois que sur des... Dewey, il est très beau. T'as vu dans un des épisodes, Dewey, il est très beau. Il est joué par un très très bel acteur. Et, oui, mais c'est un autre acteur du coup, parce qu'apparemment, ils n'avaient pas envie de refaire un troisième film. Tu sais qui a tourné Stab? C'est pas un quiz, hein, rassurez-vous, vous êtes en sécurité. Mais dans le film, tu veux dire? Le film dans le film, qui est-ce qui a tourné? C'est pas Wes Craven qui a tourné Stab. Ah, le réalisateur? Ouais. C'est écrit ça quelque part? Ça me parle pas. C'est Robert Rodriguez. Ah si, je l'ai vu écrit ça, oui. Robert Rodriguez il faisait pas mal de films d'horreur à la même époque, hein, notamment le génial Une nuit en enfer qui était sorti, je pense à peu près la même année que Scream, en 94-95. La faculté pour Dimension. The Faculty, génial. C'est ça. Ouais. Qui est donc génial. Dimension, c'est la version horreur de Miramax, effectivement, à l'époque. Je crois que The Faculty, s'il a existé, c'est parce que Scream est passé par là. Encore une fois, ça fait partie des films qui ont voulu surfer sur cette vague-là. Et merci Scream. Hein. Mais même Destination Finale aussi, tu sais, c'est tous ces films où tu avais des teenagers qui venaient souvent de séries télé et qui étaient
jeté dans un slasher. Il y a un truc qui est assez moderne aussi, c'est la masculinité toxique, parce que c'est toujours le boyfriend. Vous avez remarqué, c'est toujours le petit ami qui est le méchant en général, et ça devient une des règles. Bon, et on se méfie beaucoup des petits amis après par la suite. Mais ils Pas en toujours jouent parce que dans. Ouais. Je vais spoiler pour Philippe, bouge-toi les oreilles si tu veux regarder le quatrième. Mais dans le quatrième, la révélation finale de la tueuse, de la tueuse, c'est la meilleure des 7 films parce que c'est de la famille, parce que c'est pour des raisons très actuelles de je veux être sur Instagram et je veux être connu, donc je vais faire les conditions autour de moi pour qu'il m'arrive plein de merde et que je sois connu et que j'ai pas besoin de travailler comme une conne pour gagner c'est génial dans notre époque de voir une vraie tarée quitte à sacrifier sa famille. Et quand elle dit, je crois qu'elle dit, je n'ai pas besoin d'amis, je n'ai besoin de fans. Mais cette phrase-là, elle est géniale. Et en 2012, c'était trop tôt. Parce que le quatrième, c'est celui qui a le moins marché. Il a floppé le 4. Mais aujourd'hui, c'est celui qui parle le plus. On y est maintenant. Et c'est le dernier réalisé par Wes Craven, et le film lui est dédié d'ailleurs. Et c'est un des meilleurs, à mon avis, aussi de la série. Corn syrup. Same stuff they use for pig's blood in Carrie. On peut parler un petit peu des 2 tueurs. En fait, ça c'est un truc, parce que j'ai fait une petite recherche là-dessus. Vous savez, la première fois qu'il y a eu plusieurs tueurs, en fait, dans un whodunit, comme on dit, c'était Agatha Christie, avec L'inconnu du Nord Express, tu sais. Non, avec Meurtre dans l'Orient Express, pardon. Ah oui, tout le monde était l'assassin. Voilà, spoiler alerte. Ensuite, on voit que c'est inspiré, en fait, de Léopold et Loeb. Hitchcock en a fait un film, d'ailleurs, qui s'appelait La Corde, qui étaient ces deux gosses de riches qui avaient tué leur cousin, je crois, et c'était la première fois que tu avais ces meurtriers un peu nietzschéens aussi, à la manière de Funny Games, des gens qui arrivent et qui veulent faire le crime parfait, très souvent sans motif, tu vois. On retrouve aussi ça dans un film qui s'appelait Murder by Numbers, avec Ryan Gosling de Barbet Schroeder. Je sais pas si vous avez vu ce film avec Sandra Bullock, qui était pas mal. Et donc, c'est une tradition comme ça. Et une des premières fois qu'on a vu ça dans le cinéma français, c'était L'Assassin habite au 21, où tu as 3 meurtriers aussi. Exact. Spoiler alert. Exact. Ouais. Mais tu as parlé de motifs, c'est important parce que les motifs dans les scripts, pour moi, sont ce qui font, c'est ce qui fait que les films tiennent ou pas. Parce que si tu te rends compte qu'ils n'ont pas de motif et que c'était juste parce qu'il fallait faire un film, tout ce que tu vois dans le film tombe à l'eau. I don't really believe in motive, Sid. I mean, did Norman Bates have a motive? No. Did they ever really decide why Hannibal Lecter liked to eat people? Don't think so. See, it's a lot scarier when there's no motive, Sid. Et dans les 4 premiers, les 4 mobiles se tiennent. Parce qu'il y a ta mère a fait partir mon père et j'ai vrillé, ok, pourquoi pas. T'as tué mon fils, j'ai vrillé, pourquoi pas. T'es ma demi-sœur, mais ma mère m'a renié, elle me connaît pas, t'as tout ce que je veux, pourquoi pas. Tu es ma cousine, on parle que de toi dans ma famille, j'en ai ras-le-bol, je veux qu'on parle de moi, pourquoi pas. Mais je vis dans la maison d'un tueur où j'ai pas aimé ce que Stab est devenu. Non. Ou alors, tu as tué mon fils psychopathe, donc toute ma famille va devenir psychopathe pour te tuer. Non. Et puis le 7 que tu as vu, voilà. Si tu as ça, il n'y a plus rien qui peut tenir. C'est un peu le problème qu'il y avait eu dans Un justicier dans la ville. This is Paul Kersey. This is the story of a man who decided to clean up the most violent town in the world. Ils en ont fait quand même 5 films. Bon, alors dans le premier film, ils tuent la femme un peu et ils rendent folle la fille. Dans le 2, ils tuent la fille. Et après, il n'y a plus personne à venger. Donc, t'as le 3, 4 et 5. C'est-à-dire qu'on avait vu que tous les gens qui s'approchaient de Paul Kersey, de Bronson, étaient maudits. Ils allaient mourir, quoi. C'était une espèce de malédiction. Mais ça devient ridicule. Exactement. Exactement. Mais en même temps, tu as des films comme The Strangers où ils n'ont pas de motif parce que vous étiez à la maison. Là, c'est le sujet du film. Exactement. Ouais, mais si t'as qu'un film, ça passe. Mais si tu veux faire des suites et qu'il n'y a jamais de motif, mais que tu vois que tout le monde est mort avant, pour ceux qui ont essayé avant toi, contrairement à un Halloween ou un Vendredi 13 ou un Freddy où tu sais qu'ils peuvent pas mourir, une fois que tu acceptes que c'est con qu'ils puissent pas mourir, tu comprends pourquoi il y en a 8. Mais Scream, vu que c'est un tueur différent par film, plus il y en a, plus ça devient con. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bien dit. Mais vous avez vu à la suite de la sortie du film ce qu'on appelle le Caller ID, qui est ce qui vous permet de localiser l'appel qu'on vous fait, est multiplié par 300% en Amérique. Oui. C'est-à-dire que les gens sont vraiment commencé à flipper, quoi. Et il y a eu une série télé. Vous avez entendu parler de ça ? Je l'ai vu, mais j'ai pas été loin déjà parce que c'est pas le même masque. Et moi, ça m'a perturbé. Exactement.
Ils n'ont pas eu les droits avec Fun World, qui est la boîte de farce et attrape ou je sais pas quoi, qui ont créé le masque d'origine. Et donc, ils ont fait un autre masque et ils n'ont pas eu le droit d'utiliser les personnages non plus, ce qui fait que ça n'a quasiment aucun rapport avec C'est pas Scream. Voilà. Donc, ils ont essayé de capitaliser là-dessus, mais je crois que ça n'a fait que deux saisons, à peine 2 saisons et demie. Oui, c'est une et que ça a série été qui a un peu flopé. cancel très très rapidement, en fait, ouais. Ça me fait penser, là, j'ai fait une vidéo, là, ça n'a rien à voir, mais sur les visiteurs en Amérique, qui est le remake des visiteurs. Les visiteurs en Amérique, ou Just Visiting, ou Je suis en visite en français, où j'ai trouvé les vraies coulisses, où on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas mettre les dents pourries parce que les Américains n'aimaient pas ça, qu'on ne pouvait pas mettre de noirs sortant d'une voiture parce que ce serait trop raciste là-bas et que ça ne serait pas supporté, alors qu'en France, bon, c'est très bien passé, qu'on ne pouvait pas mettre de SDF parce qu'aux États-Unis, ils ne veulent pas montrer de SDF à l'écran, qu'on ne pouvait pas faire de snob parce que pour eux, il n'y a pas de snob comme on l'entend en France. Et en fait, quand tu mets ça bout à bout, tu te dis pourquoi tu le fais si tu ne peux rien faire de ce qui a marché. Et là, c'est pareil. Si tu n'as pas les droits, si tu n'as pas le masque, si tu n'as pas la musique, si tu n'as pas les acteurs, si tu n'as pas les personnages, ne fais pas une série. Absolument, exactement. Et à propos de masque, tu as vu, ce costume de Ghostface, c'est la plus grosse vente de costumes d'Halloween de tous les temps. Moi, je l'ai. T'aurais dû le mettre. Ouais, il doit être dans le grenier quelque part. Mais d'ailleurs, le masque du premier est un peu différent. Ils l'ont refait dans les autres. Le premier, tu as le front qui est un peu plus. T'as l'impression d'avoir un crâne plus gros. Après, ça disparaît. Ils ont redesigné le masque. Ils l'ont comme redesigné Michael Myers, comme Halloween. Ouais. Alors, Halloween, c'est une question de droit. Ils ont jamais. Voilà. C'est soit ils n'avaient pas le droit, soit ils n'avaient jamais conservé le masque d'avant. Et comme ils l'ont pris avec un masque acheté dans une boutique qu'ils ont repeint, le masque n'existe plus. Ouais. Donc, à chaque fois, c'est une problématique. C'est presque devenu un débat. Le masque d'Halloween, tu te dis que le film est réussi si le masque est bon. Et ben, dans la plupart des films, le masque n'est pas bon. Halloween, the night he came home. Parce que c'est un masque blanc qui n'est pas celui du 1, qu'ils ont peint en blanc, mais du coup, tu n'as plus les mêmes cernes sous les yeux, tu n'as pas les mêmes joues comme ça. Et en fait, tout ça, ça jouait. Si tu as juste un truc qui a plus de... que tu achètes à 10 balles qui ressemble à rien, ben, la terreur s'en va. C'est sûr. Mais Philippe, il y a un truc, c'est que, en fait, le film mélange bien la comédie et l'horreur. Et ça, c'est un mélange qui n'est pas évident à faire. On a vu que si tu en avais un peu trop d'un côté ou de l'autre, la balance n'était pas du tout respectée. Mais ça fait penser même à Evil Dead 2, le Loup-garou de Londres. Et il paraît que Jordan Peele, pour Get Out, était inspiré par Scream aussi. Justement, ce côté satirique. Tu parles de peur et de rire. Moi, par exemple, ayant vu les trois d'un coup et les ayant oubliés en plus, je l'avais pas vu depuis très très longtemps, j'ai pas eu peur une demi-seconde. Donc, par contre, c'est des scare jumps, tu sais, c'est-à-dire c'est sans arrêt. Il surgit derrière avec un couteau, il les recourt derrière, il les plante dans le dos. C'est pas de la peur, c'est du sursaut. Surprise. Voilà, t'es surpris, t'es choqué parce que là c'est très violent, etc. Mais t'as pas peur. On sait très bien qu'en dessous du masque, c'est un crétin ou un lycéen ou quelqu'un ou un taré. Donc, t'as pas l'angoisse de te dire mais qui est ce monstre qu'est-ce qu'il y a sous le masque? On le sait à peu près ce qu'il y a sous le masque, tu vois. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Donc, c'est une peur un peu différente d'habitude, voilà. C'est pas... Alors que Michael Myers fait peur. Quoi qu'il arrive. Oui, par sa nature, parce que même il fait encore plus peur quand tu le vois pas, parce que tu ressens pas dans Scream. Exactement. C'est comme les dents de la mer. T'as le requin, tu sais qu'il est là, mais tu sais pas mais tu le vois pas. Moins tu le vois, plus il fait peur. Absolument. Ou l'Alien de Ridley Scott, qui pèse sur tout le film. Ou Alien de Ridley Scott, pareil. Quand tu le vois, c'est très furtif. Et les problèmes des aliens d'aujourd'hui, dont ceux de Ridley Scott, qui est revenu, c'est que tu les vois sauter comme des kangourous, que tu les vois à la lumière du jour et que ça fait plus du tout peur. Ouais, c'est vrai. Absolument. On peut parler un peu de la musique de Marco Beltrami, qui rappelle par moments Bernard Herrmann, qui est pas mal, je trouve. Et surtout la chanson de Nick Cave qui traverse tous les films, Red Right Hand. Après avoir vu les 7, je pouvais pas la sortir de ma tête. J'arrêtais pas d'avoir la chanson. Il y a des échos de Twin Peaks aussi, de Badalamenti, dans les moments d'angoisse. Tu vois, j'ai vu dans une scène dans le 3 où il y a deux filles qui descendent un escalier. D'un coup, tu as les notes, tu sais, de la guitare très reconnaissable de Badalamenti.
Donc il y a plein d'influences partout, mais ça fait partie du film, je dirais, les influences. Oui, absolument. C'est l'essence du film. Et il y a un job qui est dangereux dans les films Scream, c'est le caméraman de Gale Weathers, de Courtney Cox. C'est seulement dans le premier, en fait, quand il réfléchit. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais je me rappelle que... Dans le 2, ils en jouent, parce qu'il dit je veux pas finir comme ton caméraman, mais du coup, il ne finit pas comme son caméraman, parce qu'il démissionne avant, et il est malin, il s'est barré. Ouais. En plus, Courtney Cox se moque de son poids, de son surpoids, et le pauvre se fait déchirer après. C'était un sale film pour lui. Ah, mais les Gale Weaver, c'est génial. Enfin, dans les 2 premiers, elle est géniale. Après, elle s'adoucit et c'est plus Courtney Cox qui revient que la Gale Weaver. Même si c'est normal de s'adoucir dans la vie au bout d'un moment. On ne dira rien de la perruque du numéro 3. Thank you. Ouais, avec sa frange qui là. ressemblait à un Givaro, je sais pas à quoi, mais c'est terrifiant. Ouais, mais ça la rend encore plus peste. Ça la rend encore plus peste, sauf qu'elle ne l'est plus en fait dans ce qu'elle dit. En tous les cas, elle est encore physiquement. Avec et elle joue magnifiquement bien parce qu'effectivement, comme tu dis, elle incarne un personnage détestable et on arrive quand même à l'aimer. Oui, parce qu'elle est très bonne. D'abord, c'est une très bonne actrice, Courtney Cox. Elle a un sens du timing incroyable, évidemment, qu'on a vu dans Friends, tu vois. Mais là encore, elle a un super timing. Elle a une autorité à l'image. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne comédienne. Elle a un peu loupé sa carrière, hélas. En tout cas, peut-être qu'elle a abandonné. Mais c'est dommage. Parce qu'elle je crois que c'est la seule à avoir réussi des Friends, c'est Jennifer Aniston, qui a véritablement eu une carrière au cinéma. Ouais. Mais on peut parler donc... on a vu que la scène de Drew Barrymore a été tournée en 5 jours et la dernière scène du film, qui est cette partie, ça se termine souvent par une partie a été tournée en 3 semaines. C'était un enfer. Un enfer, en termes de continuité, de raccord, etc. Avec le sang sur les t-shirts. Voilà, des litres de sang, les plumes quand ils poignardent le canapé. Enfin, tout a été affreux, à tel point qu'ils ont fait faire des t-shirts en disant, avec marqué « J'ai survécu à la scène 118 ». C'était la fameuse scène 118, qui dure 40 minutes dans le film, et qui leur a pris 3 semaines pour tourner, qui est toute cette fin où tout d'un coup, on découvre ces 2 criminels. Et je trouve qu'il y a un côté très homo-érotique, parce que Kevin Williamson est sorti du placard, et il a avoué que c'était un peu codifié homosexuel, comme d'ailleurs Léopold et Loeb, les 2 criminels qui ont en partie inspiré cette espèce de team monstrueuse. 40 minutes, enfin, je veux dire, la soirée en elle-même, non, c'est ça? C'est ça, depuis le début quand ils arrivent à la soirée, ouais. C'est ça, depuis ce début de la soirée. Et on voit qu'il y a une certaine, quand même, désensibilisation de la violence, parce que t'as vu, ils partent tous fous de joie pour aller voir le proviseur. Éventré. Donc ça annonce un petit peu, quand même, cet Internet complètement désensitivisé, quoi. Mais ça fait partie des trucs qui sont cohérents dans Scream 1, c'est que il fallait que quelqu'un appelle Randy en pensant que ça allait l'intéresser, qu'on sache que le proviseur était mort ce soir-là. Et c'est pour ça que tout le monde s'en va de la maison pour qu'il puisse se passer ce qui se passe. Mais c'est pas logique qu'ils s'en aillent tous parce que quelqu'un l'a appelé. Enfin, c'est très limite. C'est comme le mobile de tuer Sidney pile ce soir-là parce que ça fait 1 an que sa mère est morte. C'est ça qu'il dit. Joyeux anniversaire, ta mère est morte il y a 1 an. Alors pourquoi est-ce qu'ils essaient de la tuer chez elle 2 ou 3 nuits avant? Il faut pas trop lui faire creuser, peur, effectivement. Pour lui faire peur. Non, mais c'est ça. À un moment, il la poignarde comme ça, elle s'est assommée, elle se réveille, elle le repousse au dernier moment. Mais s'il la tue là, il se fait couvrir par son collègue. Tu l'as tué trop tôt, connard. Exactement. Et surtout que la première rencontre entre Sidney et Ghostface est au bout de 25 minutes de film. Donc c'est au tout début. Et c'est historique parce que elle a, je crois, 23 ans et dans le dernier, c'est 30 ans plus tard, quoi. Elle a 53 ans. Elle a passé sa vie dans Scream, quoi. Neve Campbell. Comme Jamie Lee Curtis dans Halloween. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu le même profil. C'est Jamie Curtis, elle a dit après le 2, je veux plus faire de films d'horreur. Puis après, ça fait 20 ans, faut qu'on fasse un truc. Puis après, non, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Et puis, non, j'ai vieilli. Et puis, tiens, John Carpenter veut bien remettre ça. Donc, retournons-y. Donc, c'est toujours un peu la même histoire. C'est vrai, mais Neve Campbell a eu Wild Things, qui était un film, mais Jamie Lee Curtis a quand même eu True Lies, elle a quand même eu Un fauteuil pour 2. Un poisson dans mes Vandars. Voilà, il y a quand même eu des films après Halloween. Maintenant, Halloween, c'est le premier que j'ai vu. Donc, à l'époque, mon père, il travaillait dans les magasins de presse qui vendaient des magazines, mais aussi sur des petits trucs qui tournent. Il y avait des cassettes, des VHS, des DVD. Ce qui passait à la télé quand il y avait écrit Collection Tintin à 1 € le premier, puis 20 balles le dernier, où tu te fais entuber. Mais du coup, lui, comme il gérait ses magasins, il ramenait les stocks qui étaient invendus. Et du coup, il ramenait toujours des films d'horreur, parce que c'est les films d'horreur qui partaient pas.
Et c'est comme ça que j'ai découvert les films d'horreur avec des VHS. J'avais 7 ans. Je vois des VHS qui ont l'air horribles, mais ça m'attire. Je fais, ça a l'air génial. Et Halloween, les premiers films d'horreur que j'ai regardés à 7-8 ans, personne n'était à la maison. J'ai fait ça en cachette parce que j'avais pas le droit. Et j'ai été terrorisé dès le générique du début. Et j'étais seul comme un gamin comme ça. Et en fait, je les ai tous regardés très très jeunes parce que j'ai été mis dans les films d'horreur malgré moi très très tôt. Quoi. Ah ouais, Donc, je pense que Philippe a vu Cannibal Holocaust à 6 ans. Ça doit laisser des traces, ça. Et après, je suis allé dîner. Ah bah, il faut du bon courage. On est formaté par ce qu'on a vu en premier, ça reste. Exactement. Moi, je me rappelle de ces horribles films qui s'appelaient Face of Death, qui étaient soi-disant être des snuff movies qui montraient des vrais morts à l'écran. C'était une cassette VHS qui tournait quand moi j'étais enfant et c'était terrorisant ou adolescent. Et ensuite, bien sûr, toutes les VHS, comme tu dis, d'horreur qui ont formé aussi ma cinéphilie, quoi, qu'on voyait quand on était plus jeune. Et il y avait un film qui s'appelait The Burning, vous vous rappelez, où il y avait un type qui avait un sécateur aussi, je ne sais plus comment ça s'appelait en français. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est la nostalgie qui parle, mais je trouve que les affiches avaient quelque chose de plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu mets beaucoup de choses pour que ça explose. À l'époque, il y avait du noir, un noir profond, avec juste quelque chose en évidence, et je trouvais ça beaucoup plus fascinant, mais c'est peut-être parce que j'étais jeune. Mais les affiches de films aujourd'hui... bien sûr. Cet affreux cauchemar est terminé. Dites-nous dans les commentaires quel est votre film d'horreur préféré. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage sanglant et méta à Woodsboro. Philippe, mon stoumaker, que j'aime mais que je ne poignarderai pas, rassure-toi. Et Nicolas, dont on attend déjà le retour avec impatience. Merci, buddy. Avec plaisir. Ah, c'était formidable. Tu as survécu à Scream et tu as tué le game comme d'habitude. Bravo. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, bien sûr, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec toutes les semaines une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenoff, assisté de Diana Mossafir, son Katia Lazareva. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Nienco TV, et comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, prenez soin de vous. Ciao. Philippe, c'est bon. I'll be back. Parfait, je fus Norman Weber pour Kinopod. On devient tous un peu fous parfois. Et maintenant, Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Fa. Allez, je reviens de suite. Le truc à pas dire dans les scrims, sinon tu meurs. Ah oui. On revient tout de suite.